On y va. Bonjour à toutes et à tous. Merci et bienvenue à cette rencontre, nouvelle rencontre organisée dans le cadre du salon Architect at Work. On est ravis, nous, à Novabuild, d'être le partenaire de ce salon à Nantes depuis déjà quelques années, quelques éditions. Pour une conférence, ça devient presque maintenant un grand classique à Architect at Work, une conférence qu'on veut inspirante. Et le thème qu'on a cherché à travailler avec vous aujourd'hui, le thème de la frugalité, est un terme qui est d'actualité avec l'actualité qu'on vit tous les uns et les autres en ce moment, notamment sur la question énergétique. Mais évidemment, ce qu'on a envie de voir avec vous, c'est d'aller un petit peu plus loin, se poser des questions qui peut-être partiront de cette question énergétique et de s'amener à s'interroger sur l'acte de construire, nos responsabilités sur le long terme. Alors, un petit mot pour vous parler de Novabuild. Novabuild, c'est une association qui regroupe plus de 400 adhérents, 420 adhérents en 2022, qui sont des acteurs de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement. C'est-à-dire que vous-même, vous avez vocation à venir nous rejoindre et à faire partie de cette dynamique qui... on va dire, pour résumer rapidement, un des objets de Novabuild, c'est apprendre ensemble. Apprendre ensemble pour progresser, pour répondre aux enjeux, notamment les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux de perte de biodiversité et les enjeux de circularité, de fin progressive, d'épuisement des ressources et des matériaux. Et donc, évidemment, le pas de côté qu'on a tous à franchir est tellement immense et tellement difficile à franchir seul qu'on vous invite à le faire ensemble. Et donc, c'est aussi ça qu'on va faire ce matin. Alors, on est ravis que Amélie Aliou et le collectif FIL aient accepté cette intervention parce que c'est un espace, un lieu d'échange à part entière et on a envie aussi de vous faire découvrir, si ce n'était pas le cas encore, cet espace-là. Donc Amélie, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on démarre cette séquence peut-être pour nous dire qu'est-ce que c'est que le collectif FIL ? Oui. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je suis aussi assez contente d'intervenir dans un espace comme ici qui parle d'innovation et qui est assez éloigné de ma pratique quotidienne. Et du coup, d'avoir l'occasion de faire entendre cette pratique-là dans des espaces dans lesquels je ne suis pas très présente, voilà, c'est un bon challenge et aussi, j'espère que ce sera un bon moment pour vous aussi. Du coup, donc, je suis Amélie Aliou, je suis entre autres choses architecte à FIL, atelier et collectif. Et aujourd'hui, je vais vous parler de frugalité. J'ai choisi de l'aborder sous la forme d'un positionnement à la fois théorique, critique, politique et concret, et d'affirmer que la frugalité n'est pas du bon sens, mais bien un choix. Et j'espère que la suite de la présentation va nous permettre d'explorer cette affirmation ensemble. Et donc on va le faire en 3 parties avec d'abord une présentation de d'où je parle, donc de FIL pour les gens qui ne connaissent pas. Ensuite un travail de définition et de signification des mots. Et enfin une balade entre des projets de FIL et des projets de confrères et consoeurs qui... pour ma part, parle de frugalité et ensuite il y aura un temps d'échange avec vous suite à tout ça. Voilà. Donc gardez vos questions, préparez-les et on va se ménager un moment d'échange parce que c'est aussi comme ça qu'on avance ensemble. Alors Phil. J'ai besoin de faire une slide pour vous expliquer ce que c'est FIL. FIL, c'est une double structure qui parle d'architecture, d'urbanisme, de positionnement, d'engagement. Et donc il y a à la fois une partie associative, le collectif FIL, qui existe depuis 2013, et la partie agence d'architecture plus classique, dans en tout cas son statut juridique, qui existe depuis fin 2014. Je parle depuis cet espace-là, depuis cet espace qu'on a créé parce qu'on avait besoin
de nouveaux outils pour penser notre rôle d'architecte et qu'on n'était absolument pas satisfaite de ce qu'on avait à disposition. On avait aussi une grande difficulté de devoir choisir entre une pratique d'agence et une pratique théorique de recherche et critique. Et on avait envie de pouvoir faire l'ensemble. On pensait que ne faire que l'un des deux nous emmenait forcément vers un repli sur nous-mêmes et sur des pratiques beaucoup trop dogmatiques. Voilà, du coup on a créé ce double truc qui est un peu compliqué à gérer au quotidien, parce que ça fait 2 comptabilités, 2 conseils d'administration, enfin tout en double quoi. Du coup c'est super. Voilà, ça pose aussi un peu les questions de frugalité entrepreneuriale ou je sais pas quoi. Voilà, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. Dans les questions si vous voulez. Ou après, voilà. Juste pour vous dire personnellement, parce que la FIL c'est un collectif, et là aujourd'hui je suis toute seule devant vous. Donc moi j'ai fait mes études d'archi à Nantes, du bout en bout, de 2005 à 2011, donc ça s'inscrit aussi dans une période de l'enseignement de l'architecture où la frugalité n'était pas tout à fait, même pas du tout, une priorité. Ça change. Voilà, j'ai quasiment pas appris à construire en bois, en paille, en terre. Voilà, j'ai appris à construire en béton. Du coup, je galère un peu. Et j'ai fait mon habilitation à la maîtrise d'œuvre 4 ans après mon diplôme. Donc après une première pratique qui a mélangé de l'agence et FIL, vu qu'on a commencé en 2013. Tout ça pour dire que on peut dire que je suis archi. On peut dire que je suis très nantaise aussi, j'ai tout fait à Nantes. Et je tenais aussi à poser là que je suis une femme, que je suis blanche et que je suis valide. Et que ça aussi, ça montre d'où je parle. Et ça... Enfin, c'est pas neutre. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Voilà. Et pourquoi FIL ? C'est qu'on voulait s'éloigner de la posture individuelle de l'architecte, en fait, elle est à contre-courant de ce truc de l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui nous paraît une aberration et qui paraît à beaucoup de gens, on n'est pas du tout les seuls à le penser, et qui est quelque chose qui perpétue un système de domination par le savoir, c'est-à-dire il y a des personnes qui savent et des personnes qui savent pas, et les personnes qui savent vont expliquer à celles qui savent pas comment faire. Et avec FIL, on essaye de s'éloigner le maximum de cet état de fait qui nous est imposé par un système, le système de la profession d'architecte, et de la manière dont elle est enseignée, pour aller vers une posture beaucoup plus collective de diffusion de la connaissance et d'une élaboration conjointe. Voilà, petit programme. Faut que je change de diapo. Donc ça, c'est les valeurs de FIL sur lesquelles on s'appuie pour travailler et pour se rappeler pourquoi on est là et pourquoi on fait des choses. C'est vraiment une forme de mantra, et ces 3 mots-là, ils ne sont pas arrivés tout seuls, ils sont arrivés après 2 ans de pratique, aussi pour dire qu'en fait, tout n'arrive pas tout cuit, et qu'il ne suffit pas de choisir de faire quelque chose pour le réaliser, mais il faut aussi prendre son temps, discuter et affiner des choses. Et comme vous le voyez, on a dû nous-mêmes écrire les définitions de ces mots-là, pour se les réapproprier, pour que ça puisse dire quelque chose de précis. Et du coup, à l'époque, c'était pas des mots très à la mode, parce que voilà, c'était il y a 10 ans. Maintenant, on en entend parler partout et on en entend beaucoup de choses très différentes. Du coup, je voulais juste reposer rapidement que pour nous, l'itération, c'est vraiment le fait de réévaluer à chaque étape du projet où on en est, qu'est-ce qui a bougé depuis le début de l'étape, qu'est-ce qui n'a pas bougé, pourquoi, et de s'ouvrir comme ça, pas du tout se les offrir, mais de les ouvrir, des espaces de l'imprévu et de la remise en question qui existent très très peu dans notre pratique, où on est toujours dans un truc de il y a un cahier des charges, il y a un chemin à suivre, et à chaque étape on va valider. Mais la place, vous voyez, du questionnement, il est difficile à trouver, il est souvent très diffus, parce je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, mais en tout cas il est diffus, et nous on a à cœur de le formaliser, de le montrer. Voilà, d'où l'itération. La frugalité pour nous, c'est vraiment ce truc de... L'acte de construire est un acte traumatisant dans lequel on vient modifier très fortement des espaces et on a besoin de matériaux qui viennent de loin, etc.
Et du coup, comment on fait pour vraiment s'approcher de quelque chose de juste et de un peu remettre de la douceur dans cette question de l'acte de construire, parce qu'on pense vraiment que c'est pas un truc de fille de mettre de la douceur, mais que c'est un truc dont on a besoin collectivement. Amélie, ça va pas être de la douceur, mais il reste plus que 3 minutes dans cette partie-là. Ok. Et le partage, du coup le partage, c'est, comme je le disais au début, c'est vraiment ce truc de pas garder pour nous ce qu'on sait, mais bien de le diffuser et de se permettre de le mettre en critique. C'est-à-dire que des fois on croit qu'on sait des trucs et puis il y a une personne qui nous raconte un autre truc qui n'a rien à voir et à un moment ça nous fait bouger, et cette chose-là on en manque beaucoup dans nos pratiques, et du coup on essaye nous de le mettre très fort. Voilà. Donc je vais aller vite sur les deux trucs. Du coup, pour faire tout ça, la méthode de Phil, c'est de mélanger l'action et la recherche. Et c'est vraiment pas un truc évident, parce que penser et faire en même temps, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est vraiment un truc pas très simple. Surtout en le faisant à plusieurs, et en ayant ce besoin de criticité tout le temps. Mais c'est vraiment ce qui se passe. Et donc, pour ça, il y a tout un tas d'aménagements, de fonctionnement d'agences et d'associations qui le permet. Plein d'outils dont on pourra en parler à un autre moment. Mais voilà, tout ça pour dire, ça apporte vraiment quelque chose, ça modifie les projets et ça remet de l'engagement dans des actes qu'on pourrait faire de manière un peu trop automatique. Rapidement, les 2 projets fondateurs de Phil, pour que vous voyez un peu où on se situe, quels sont un peu nos univers. Le premier, du côté de l'asso, c'était l'aménagement participatif d'une rue, la rue Paul-Nizan, mais qui maintenant s'appelle la rue de la Nizannerie, dans l'esprit des habitantes. Voilà, qui était un délaissé urbain que la ville voulait réaménager, et nous on est venu un peu en parasite sur cet endroit pour que ce soit pas un espace public neutre et juste de transit, mais bien un espace vécu dans lequel on a le droit de se rencontrer, on a le droit de prendre le temps de se poser et de se connaître et de débattre, parce que en fait on n'est pas d'accord sur comment utiliser des espaces publics. On n'est jamais d'accord, et c'est pas en les neutralisant qu'on va trouver le plus petit dénominateur commun, mais bien en se saisissant des questionnements que ça soulève. Et le deuxième projet, c'est Permaculture, c'est une réponse à l'appel à projet Europan 12. Oui, 12. Donc ça fait un paquet d'Europan. Et c'est sur le quartier de Preux à Saint-Herblain, et là c'est une commune qui dit que son quartier va pas bien, et tout ce projet, c'est le projet de révéler ce qui va bien dans ce projet, dans cet endroit, et pour s'appuyer dessus pour en effet résoudre tout ce qui merdouille grave, et de replacer l'urbanisme au bon endroit. C'est-à-dire que c'est pas l'urbanisme qui va régler les problématiques de pauvreté, et voilà. Et donc de remettre en débat qui est responsable de quoi et comment on peut collectivement résoudre les problématiques que vivent les habitantes. Voilà. Donc les missions, on s'en fiche un peu, on fait un peu de tout, et la question elle n'est pas tant de un type de projet ou une problématique, mais bien d'une manière de faire dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, donc ça permet de voir qu'on fait vraiment un peu de tout, toutes les échelles, tous les sujets, et voilà. Ça c'est Phil. Est-ce qu'on peut maintenant regarder un petit peu les définitions ? Le titre, c'est la frugalité n'est pas du bon sens, mais un choix. Mais alors, c'est quoi la frugalité ? On peut un petit travail de définition avant de rentrer dans des détails de mise en application par des projets ? Oui, on va faire ça. Déjà, juste 2 secondes sur la frugalité n'est pas du bon sens, c'est un choix. Bon, c'était volontairement un peu provocateur dans un salon qui parle du bon sens. Donc on prend le contre-pied du salon, là, c'est ça ? Le contre-pied, j'en sais rien. En tout cas, on vient se mettre un petit peu en discussion autour de ça. Et ce que je voulais dire, c'est que le bon sens, il faut faire attention, parce qu'il y a bon et il y a sens. Et en fait, il y a un truc hyper dépolitisant de ce truc-là, de rendre bon, de rendre gentil, de rendre OK les choses, et qu'en fait c'est pas ça dont on parle quand on parle de frugalité, et voilà, du coup j'avais envie de le poser comme ça, genre voilà. Par exemple, le bon sens, si on prend la définition du dictionnaire, c'est une évidence partagée par le plus grand nombre.
Et je ne sais pas si vous avez déjà été dans un espace où vous avez discuté avec des gens et que vous avez confronté vos évidences. Parce que moi, ça m'arrive hyper souvent de me retrouver dans des endroits où les gens me disent « mais c'est évident que la problématique c'est celle-là et c'est évident que la solution c'est celle-là ». Et juste à côté, il y a une autre personne qui dit « mais non, en fait, ce qui est évident, c'est que la problématique c'est celle-là et que la réponse, elle est évidemment celle-là ». Et du coup, on est bien embêté parce qu'on se retrouve avec deux évidences contradictoires. Et moi, je pense vraiment qu'aucune des deux personnes n'est idiote, malhonnête ou je sais pas quoi. En fait, juste pas d'accord, quoi. Et ce truc du plus grand nombre, pareil, il faut qu'on fasse un peu attention à ce genre de choses parce que des fois, on peut se tromper, être beaucoup à se tromper et une seule personne à avoir un truc un peu plus malin à proposer. Mais il y a tout un système de domination qui fait qu'on vient écraser la voix de certaines. Du coup, il y a un truc d'être critique. Sur le choix, alors pouvoir, action de choisir. Ok, super. Et ensemble de choses qui ont été choisies pour leur qualité. Alors là, pareil, rebelote. Qualité, ça veut bien dire qu'il y a des critères. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'un truc est de qualité ou pas de qualité ? Et du coup, si on s'arrête à ça, on n'a rien dit et en fait on a besoin d'aller plus loin et de se dire ok, mais c'est quoi mes critères de qualité, c'est quoi qui fait que je trouve que quelque chose se situe plutôt à un bout ou à un autre d'un continuum, voilà. Et la frugalité, alors moi ça me fait trop rire cette définition, quoi. Donc qualité de ce qui est frugal, ok, super. Et donc je suis allée chercher frugal quand même pour qu'on s'en sorte parce que sinon on va pas s'en sortir. Et ça dit des éléments simples, peu abondants, empreint de simplicité, de sobriété et de tempérance. Vous avez vu le jugement moral qu'on a sur la frugalité là Voilà, du coup, on va continuer à se balader parce qu'on a besoin d'un peu plus quoi, pour comprendre de quoi on parle et où on est. Et du coup, à Phil, on s'est fait un séminaire sur la frugalité. Et ça, du coup, ce que je vous propose de voir, c'est la définition de Phil de la frugalité. Donc, elle se situe dans le champ de l'architecture, de l'urbanisme et de la recherche, à des fins de produire des projets concrets. Déjà, voilà, on contextualise une définition. Et du coup, on est parti au début de cette question de l'énergie dont tu parlais tout à l'heure. Et on prend position, vous voyez, il y a un truc de... En fait, la construction, elle ne fait pas que du bien à notre planète et à nos sociétés. Et du coup, il semblerait qu'on puisse aller réfléchir sur la frugalité par l'axe de l'énergie. Du coup, quand je redis le truc de moins traumatisant, moins cher, plus juste, il est entre guillemets parce qu'on est un peu embêté avec le juste. Du coup, voilà, on le met entre guillemets, c'est encore un truc à travailler. Et par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'elle demande une évaluation fine des besoins. Et du coup, de prendre du temps. La frugalité, ça demande du temps. Et qu'est-ce qu'elle produit ? Elle produit une esthétique urbaine nouvelle, une matière plus locale, plus brute, plus récupérée, plus détournée, moins modifiée par des processus complexes. Et le truc final, c'est que on a besoin d'y aller ensemble dans cette frugalité. S'il y a que quelques personnes qui s'y mettent, elles sont forcément empêchées par tous les autres pratiques. Vous voyez, il y a un truc de complicité à mettre en œuvre pour que ça marche. Et c'est ce qui existe déjà dans les autres systèmes qui aujourd'hui sont dominants. À un moment, les gens ils sont mis d'accord et ils sont allés ensemble pour, vous voyez, s'auto-supporter vers quelque chose. Et du coup, il y a tout un enjeu de rendre la frugalité désirable. On passe à la suite. On passe à la suite. Voilà, une page blanche. Et donc on va le traduire en trois parties. Ouais. Et là, on a décidé de se lever à ce moment-là. Ah oui, on a décidé de se lever. Pardon. On se dit, on va essayer de traduire donc la frugalité dans trois domaines, l'urbanisme, la rénovation et les filières. On va avoir trois axes avec des retours d'expérience. Donc on commence par l'urbanisme. Oui. Alors là, oui. Alors j'ai choisi ces trois thématiques parce qu'il fallait en choisir trois. Hein, il y en a plein d'autres et voilà, on est sur une bribe de quelque chose. Donc là-dessus, l'urbanisme, vous êtes d'accord avec moi, je pense, c'est l'échelle de l'aménagement urbain et c'est une échelle de décisions qui sont très structurantes. Et souvent, on est sur des interventions assez qui prennent du temps et qui sont
complexes et qui prennent beaucoup de place. Permaculture, là, c'est le premier projet de faisabilité urbaine de Phil, donc c'est Europan, on en a parlé vite fait avant. Et la frugalité là-dedans, donc c'est le renouvellement du quartier de Preux, et nous, le positionnement qu'on a pris, c'est un quartier des années 80. À l'époque, on est en 2013. On nous demande de détruire une partie du quartier parce que ça va pas, il y a des problématiques sociales, des problématiques de sécurité, des machins, des trucs, enfin, le classique de pourquoi on fait du renouvellement urbain. Et nous, on a pris le parti pris, après un peu de réflexion, de ne rien détruire de ce qui était en place. Du coup, on a perdu aussi, pour tout mettre un peu bien. On est arrivé deuxième, voilà. Les autres, ils ont détruit des trucs et ils ont gagné. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'était ce truc-là, de dire, en fait, il y a des gens, ils ont construit des trucs et en termes de frugalité, on ne peut pas vraiment imaginer détruire et arriver à convaincre que c'est frugal de détruire. Vous voyez, on a déjà mis de l'énergie à construire, on a mis plein d'argent, plein de gens, plein de machins. Du coup, voilà. C'est une question à Novabit qu'on aimerait voir se poser sur chaque projet, en fait. Et donc, c'est intéressant de se le dire là. Voilà. On peut passer à celui-là ? Ouais, on va faire ça. Ça va un peu vite, là, pour moi, quand même. Trop vite pour toi. Mais et ça, c'est pas Phil. Ça, c'est l'atelier Le Vôtre Paysage. Je sais pas si vous connaissez, des super nantaises. Je leur fais un peu de pub. Dans ce projet-là, ils ont fait un travail ultra fin et aussi à l'aide de la consultation citoyenne. C'est-à-dire, vous voyez, la concertation, souvent, ça sert un peu pour valider les trucs qu'on a déjà pensé. Et ces gens-là, ils font partie de ces gens qui essayent de le faire bien avant et surtout de ne pas faire semblant et d'être honnêtes sur ce qu'ils vont faire de la matière. Et du coup, ce projet-là, c'est l'aménagement des bords de Loire Basse-Goulaine. Et comme vous le voyez, il se passe plein de choses, mais en fait, on a l'impression qu'il se passe rien. Il y a un truc de justesse et de révélation et de discrétion au service de l'intérêt général qui est assez ouf dans ce projet. Du coup, j'avais envie de le présenter. On peut passer à celle d'après pour voir les zooms. Mais vous voyez, ce qu'ils ont fait, c'est quand même un peu cool. Donc, ils ont parlé avec plein de gens, les gens leur ont expliqué comment ils vivaient les bords de Loire, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'y faire et machin. Et puis, du coup, ils se sont dit, il y a une double haie. On va mettre un petit panneau à l'entrée quand même pour dire, en fait, là, il y a une double haie, c'est super, allez-y. Voilà. Hop. On fait de l'urbanisme, il y a plus de gens qui y vont, ça se révèle à tout le monde, quoi. Et c'est quand même passé à peu près... vous voyez, matériellement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais dans l'esprit et dans l'accompagnement, il s'est passé un truc de ouf. Pareil, petit endroit un peu chouette de point de vue sur l'eau, ils ont posé un tout petit embarcadère, débarcadère, je sais pas quoi, une toute petite structure. Et ça change tout. Ça vient dire, là, il y a quelque chose à regarder pour toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder les endroits et de se dire, là, j'ai le droit, là, je peux me poser. Vous voyez, c'est des invitations, des trucs qui font que le rapport au paysage, il change. Et la dernière, c'est, il y avait déjà un chemin, et ils ont proposé un petit contournement, histoire d'aller voir un peu autre chose. Mais vous voyez, gentiment, quoi, sans en faire des caisses, genre, allez, c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Bon, moi, ça me parle. Ça me paraît une manière de faire de l'urbanisme frugal et intéressant par rapport au respect aussi du territoire sur lequel on s'inscrit. Alors, on va passer à la rénovation. Donc, autre angle d'attaque pour parler de frugalité. Ouais. Là, c'est un magnifique bâtiment sur la droite, là, je vois. Donc, ça, c'est typiquement celui qu'on a envie d'effacer pour en mettre un autre. Voilà. Ça, c'est typiquement le bâtiment où quand l'association t'appelle pour te dire on a acheté un bâtiment, on veut en faire un super lieu non marchand à destination de l'entraide mutuelle dans le pays de Plohermel, on se dit trop bien, on arrive là et là on fait oh là là. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et en fait, moi, ce projet-là, il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a aidé à encore plus m'éloigner des images de papier glacé et tous ces trucs où en fait il y a une manière d'être beau et d'être attirant aussi pour la convivialité, vous voyez. Là, franchement, on arrive là, c'est un peu rude, quoi. Et en fait, cet espace-là, il est aimé, mais d'un truc de ouf par les habitantes du coin. Enfin, il y a
quelque chose, vous voyez, qui n'est pas tant architectural que ça, mais que l'architecte doit accompagner, qui émane d'ici. Alors comment ils ont fait ? Comment ils ont fait ? Eh ben, déjà, ils ont rendu... tout le travail des archis a été public, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans le bâtiment, devant les gens et avec les gens. Voilà, on a fait une résidence. Donc, ça veut dire les plans, tout ça, ça a été fait avec... c'était pas dans l'atelier. Enfin, l'atelier, c'est avec les gens. Ouais. Ah ouais, moi, bon, ok, j'ai dû refaire les cartouches et vous voyez, ranger un peu le dossier en rentrant, quoi. Mais non, j'ai pas redessiné derrière. Et il y avait vraiment cette question de détruire une partie, reconstruire, comment on fait tout ça. Et on s'est accroché, quoi. On a dit non, en fait, le bâtiment, il a la bonne taille, vous l'avez choisi pour des bonnes raisons. Et oui, il n'est pas très joli, mais en fait, c'est pas ça qui va faire que les gens vont venir et que votre projet va fonctionner. On peut passer à celle d'après. Donc voilà. Et donc tout le travail, ça a été de répondre à leurs ambitions, sachant qu'évidemment, il n'y a pas d'argent. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Mais et vous voyez, en fait, on prend le temps, on dessine vraiment, quoi. On dessine chaque chaise, chaque truc. Et on pourrait se dire que ça prend plein de temps, mais en fait ça va. Enfin, je veux dire, on a des blocs sur AutoCAD. Bon, après ça c'est du Archicad, mais moi je sais pas faire. Du coup, c'est pas moi qui ai dessiné celle-là. Bon bref, vous voyez, trouver ce truc de, en fait, on va pas détruire, c'est sûr, on va rénover, et donc on arrête de se poser la question de qu'est-ce qu'on va enlever, remettre, et on va dans le projet, quoi. Vous voyez, on s'enlève un petit peu des couches de complexité qui nous aident pas à être frugaux, quoi. Voilà. On peut passer à... Alors ça c'est un projet d'autres architectes. Chouette. C'est Anatomie d'architecture. Là, sur la réno, ce dont j'avais envie de parler, c'est... Alors, ils sont super, Anatomie d'architecture, ils font un boulot de dingue de dessin et de vulgarisation. Enfin, je sais pas comment ils font ça en étant payés, hein, je suis pas sûre. Mais en tout cas, vous voyez, il y a la maison existante qui commence clairement à être une ruine, et puis le truc fini, machin. Et cette rénovation, j'avais envie de la montrer parce que eux, ils se posent pas la question de c'est un bâtiment moche. Vous voyez, directement, on se dit on va le garder quand même. Donc eux, ils n'ont pas eu à se prendre cette tête-là. Par contre, là, ce sur quoi ils ont dû se prendre un peu la tête, c'est comment on fait pour que ça arrive plus, en fait, cet état de ruine. Comment on fait pour que les matériaux qu'on met en œuvre, ils aient du sens et qu'ils soient frugaux à long terme. En fait, on change de temporalité. Et du coup, ils ont fait ce truc qui commence à être un peu connu, de prendre des matériaux locaux, des artisans et des artisanes locales, de pas mettre des produits industriels. On peut mettre celle d'après. Voilà, un truc de se méfier des filières éco-labellisées, je sais pas quoi, machin, mais qui en fait sont pas si frugales. Et voilà, donc je voulais le montrer comme un truc où ils n'ont pas mis de produits transformés. Ils sont allés vraiment dans comprendre d'où vient le matériau, et ça va enchaîner sur la... Donc là, on va parler des filières, troisième angle. Ouais. Je suis un peu contente de ma transition. Sur ces trucs de filières. Oui, la filière en frugalité, c'est un truc vraiment pas simple, parce que les filières actuelles qui existent, elles nous aident pas à la frugalité. Elles sont... les filières les plus structurées sont des filières industrielles. Et le truc, ça pourrait ne pas poser de problème. L'industrialisation, je crois pas que ce soit un truc vraiment néfaste tout le temps, sauf dans un système capitaliste. Voilà. Et en fait, nos filières industrielles, elles sont pas là pour nous donner les meilleurs matériaux pour les meilleurs usages, mais bien pour faire du business et surtout beaucoup d'argent en nous vendant des trucs pas chers. Des trucs qui nous font croire que c'est pas cher, en fait c'est cher, et en plus c'est nul. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Désolée pour les gens qui se sentiront visés, mais il y a quelque chose comme ça, et c'est le système capitaliste qui veut ce truc-là. Enfin, sinon il s'effondre, vous voyez. Et donc là-dessus, j'ai mis un petit truc qui explique une filière, et vous voyez, elle est linéaire. On a encore du mal à passer au circulaire, et ça va encore mettre du temps. Il faut qu'on y aille tous et toutes si on veut y aller, mais il faut d'abord qu'on comprenne ce que c'est que ces filières linéaires et pourquoi elles sont linéaires. Et là-dessus, pour s'aider, nous, on a découvert un truc à un moment, c'est que écologie, c'est un sacré mot qui est là pour nous faire du mal, quoi. Vous voyez,
tout le monde croit que écologie, ça veut dire prendre soin du vivant. Mais en fait, écologie, ça veut pas du tout dire ça. Et les gens qui s'en servent pour nous vendre des trucs verdâtres qui servent à rien, ils ont très bien compris. Et donc, je me disais, c'est peut-être bien si nous, on le comprend aussi, comme ça, on va pouvoir se défendre un peu plus face à ces gens qui nous entourloupent, là, vous voyez, c'est ce qu'il leur faut pour que leur business marche. Et du coup, l'écologie, pour rappel, c'est l'étude des relations entre les êtres humains, l'être humain et le milieu socio-économique dans lequel il évolue. Et c'est aussi une partie de la biologie qui a étudié les relations entre un organisme vivant et son milieu de vie. Mais ça n'a rien à voir avec la protection du vivant. Non, c'est pas ça. Et du coup, surprise, le capitalisme est une écologie. Voilà. Voilà. Je voulais juste le poser là. Et on peut passer à celle d'après, vu que c'est toi qui as le truc maintenant. Et donc, les filières. Les filières à fil, la filière qu'on a décidé là, de creuser en ce moment, c'est le réemploi. Donc là, c'est circulaire, là. Et là, du coup, on essaye d'aller vers une circularité, parce que le schéma, il existe. Après, la réalité, du machin, vous voyez, il paraît que la filière, elle n'est pas mature, il paraît qu'on n'y arrive pas, enfin, voilà. Bon, on n'y arrive pas, il y a plein de gens qui y arrivent très bien, mais ils le font aussi avec une discrétion Voilà, parce que le fait de faire, ça fait qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'en causer. Et du coup, je me dis que moi, je vais en profiter que vous soyez là pour vous en parler un peu. Alors, c'est quoi les 2 projets qu'on voit ? Les 2 projets qu'on voit, c'est 2 projets de fil. Le premier, c'est une extension de hall d'un centre de formation des conducteurs et conductrices de train à Saint-Pierre-des-Corps. Donc, c'est le commanditaire, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est la SNCF. Et le deuxième, c'est un supermarché du réemploi éphémère, place de la Bautière à Nantes, porté par l'association Station Service. Et là, ce que je voulais montrer, c'était dans notre frugalité, comprendre les enjeux du réemploi, c'est une première base, quoi, de se dire, en fait, on produit plein de matériaux qu'on jette du premier coup. Et du coup, ça, juste en frugalité, c'est assez simple de se dire, ça marche pas. Enfin, un Kleenex, ça marche pas. On est tous passés au mouchoir au tissu, hein, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, on fait la même chose avec les matériaux. Et en tant qu'archi, on a plusieurs manières de se raccrocher à cette filière-là. C'est soit on attend que la filière soit mature, soit, et voilà. Et donc, on peut encore attendre un petit peu, même si ça s'accélère bien. Là, c'est un peu cool. Ou soit on teste et on se met aussi un petit peu en danger. Donc ça, c'est le coup de la SNCF, parce que franchement, faire du réemploi avec la SNCF, c'est vraiment pas facile. Et vous y êtes arrivé. Voilà, on est en appel d'offres. On est encore en appel d'offres. L'appel d'offres devait partir il y a 1 an. Voilà, ils ont changé de système informatique. Enfin, vous voyez, du coup, c'est l'enfer. Mais on en reparle dans 1 an. Je pense qu'on aura les résultats. Mais normalement, toute la structure intérieure et les mezzanines et tout ça, tout va être en réemploi. Et par contre, on a perdu sur la vêture extérieure. À un moment, ils ont dit stop. Bon, voilà. On est un peu triste, mais tant pis, ça, on ne peut pas toujours y arriver. Et le supermarché du réemploi, là, c'était pour se dire qu'on peut se mettre en complicité aussi des gens qui font les filières, parce qu'une ressourcerie telle que celle-là, elle met en place le réemploi. Et là, moi, j'ai pris mon petit carnet d'architecte et je les ai aidés à obtenir le permis de construire de ce bâtiment sublime, dont je suis extrêmement fière, esthétiquement, architecturalement parlant, tout ça, voilà, c'est un peu rude, quoi, faut y aller. Mais pour que ça existe, et que c'est aussi là où nos complicités, elles sont importantes. Et que parfois, il ne faut pas faire le bâtiment que pour soi-même, mais bien aussi pour l'usage qui est derrière. Et ça, moi, ça m'a mis une bonne petite claque d'humilité de nouveau, quoi. Et je suis hyper contente, même s'il n'est toujours pas sorti, parce qu'il y a un PC modificatif. Enfin bon, bref. Mais voilà, c'était pour vous parler de ça. On peut passer à la suite. Et 2 secondes pour revenir dessus. Les réemplois, c'est plein de surprises, en fait. C'est ça que j'entends dans le propos ? En fait, c'est plein de surprises parce que, vous voyez, ça a été montré par les personnes qui ont intérêt à ce que le réemploi ne se déploie pas. Donc les personnes qui vendent des trucs neufs. Elles ont vraiment bien fait leur boulot de faire croire que c'était compliqué. Et en fait, mais c'est un peu ce qu'on a entendu quand même à l'instant de ton propos. C'est compliqué parce que toute la culture générale a bien assimilé que c'était compliqué. Du coup, moi, je pense que c'est pas compliqué. Mais il faut que je convainque. Vous voyez, moi, je travaille. C'est pas mon argent qui sert à construire un bâtiment, parce que nous, on ne construirait pas grand-chose. Mais et du coup, je suis comment on appelle ça ? Je suis une prestataire de service, quoi. Et j'ai un client, et du coup, il faut que je convainque mon client aussi.
Et c'est vrai que ça me rappelle un truc que je voulais dire, qui est les filières industrielles, on croit qu'elles sont simples, qu'elles sont efficientes, machin et tout, parce que c'est le message qui nous est dit tout le temps. Et en fait, on l'a vu avec les différentes crises là depuis 2020, mais on le voit aussi au quotidien. En fait, ça marche jamais. Je veux dire, la livraison, elle est jamais au bon moment. Il y a toujours des erreurs de fabrication, il y a toujours des trucs qu'on jette. Enfin, et du coup, il faut qu'on se défasse aussi du fait que les filières en place n'ont aucun problème et que le réemploi n'a que des problèmes. Il faut qu'on rattache un peu les deux trucs. Donc chacun ses problèmes. Alors, chacun ses problématiques. Et ses problématiques. Alors ce projet ce projet-là, c'est Atelier de Basse et Bellenfant. C'est un bâtiment technique du SEV, enfin pour le SEV. Et j'avais envie de le montrer parce que je trouve que là-dedans, dans la question des filières, ils sont allés assez loin. Donc le SEV, c'est le service des espaces verts de Nantes. Tout à fait. Et celui-là, il a Bougnay, je crois, si je ne me trompe pas. Ils sont allés assez loin parce que à la fois ils ont tenu un truc de matériaux biosourcés, donc une autre filière pareil qui paraît-il serait un petit peu fragile, je sais pas quoi. Bon, je pense vraiment qu'il y a des trucs qui vont pas, mais que la plupart des choses sont déjà en place et qu'il faut y aller, quoi, c'est tout. Et en plus, ils sont allés dans l'innovation. Ils se sont dit, tiens, on a plein de matériaux à disposition aussi, on en cherchait un autre. Et du coup, ils ont mis en place du roseau, qui est un truc qui, pour le coup, a été oublié. Vous voyez, on s'en sert presque plus. Et en plus, ils se sont posé la question de comment faire et qui sont les gens dans ces filières. Qui sont les gens qui vont vraiment réaliser le bâtiment. Parce que c'est un truc dont on parle assez peu. En fait, les artisans, les ouvriers, les ouvrières, les travailleurs émigrés, les précaires qu'on utilise pour construire les bâtiments, machin. Et eux, du coup, tu peux passer à celle d'après, s'il te plaît. Dans tout marché public, il y a une clause d'insertion. Et souvent, on fait faire des trucs nuls à des gens qui, déjà, sont dévalorisés aux yeux de la société absolument tout le temps. Et du coup, ils ont essayé de renverser au maximum de leurs possibilités cette manière de faire en proposant à des gens de faire un truc que personne n'avait jamais fait, qu'on ne sait pas faire, mais on va le faire ensemble et vous voyez, on va y aller et on se revalorise aussi entre nous et on se redonne un peu confiance. Et ça vient, c'est toujours dans ce truc de casser les préjugés et d'arrêter aussi de se servir des gens qu'on considère comme moins bien, moins malins, moins adaptés, moins je sais pas quoi, pour faire les trucs que personne n'a envie de faire et de retourner la situation. Et voilà, du coup j'avais envie de leur tirer mon chapeau parce que je pense que ça a été un sacré taf et que pour moi c'est ça vers quoi on doit aller collectivement en termes de filières vertueuses et frugales et machin. C'est avoir des attentions partout. Et avec l'humilité dont ils font preuve, parce qu'en vrai, ça se voit plus à la fin du bâtiment si on raconte pas l'histoire. Mais elle appartient à celles et ceux qui l'ont vécu, et ça, c'est très chouette. Et du coup, moi, je me suis dit que je vais en profiter de cette conférence pour la diffuser un peu plus largement. Donc là, voilà. On va voir un peu plus encore des personnes inspirantes. Voilà, pour finir sur tout ça, pour vous donner aussi un peu des pistes et vous expliquer aussi d'où je parle, quoi. Voilà, des personnes hyper inspirantes pour moi, qui m'accompagnent depuis un bon moment. On a Karin Smuts, qui est une architecte sud-africaine, qui n'a pas eu peur de... Tout en haut, à droite, enfin, tu peux nous dire. Oui, pardon. Tout ouais. D'accord. Qui n'a pas eu peur de se décaler et d'aller se mettre sur des projets non rémunérateurs qui ne rentreront pas dans des super revues ou je sais pas quoi, et en plus en tant que personne blanche qui est vraiment s'est décalée pour aller tenter en tout cas de casser la solidarité blanche et du coup de pas travailler pour les gens avec lesquels elle n'a pas de valeur particulièrement, et elle est allée le faire ailleurs avec des gens avec qui elle a plus de valeur, même si elle appartient pas du tout au même groupe social à l'origine. Ensuite il y a Anna Ehringer qu'on voit en noir et blanc là. Qu'on voit en noir et blanc avec la maquette, qui elle a tout un truc aussi de diffusion du savoir qui est assez ouf. Elle organise des workshops assez dingues avec les étudiantes à l'autre bout du monde, mais avec cette humilité de dire on va ailleurs. Et du coup, faites pas vos Européens blancs relous là. Voilà.
Ensuite, il y a Edith Hallowell qui a fait une super thèse sur la déprise d'œuvre qui parle de arrêter de vouloir maîtriser les trucs, de vouloir être le chef, de vouloir... Vous voyez, ce truc qui en plus nous est asséné en tant qu'archi parce qu'on est responsable tout seul comme des andouilles là de à peu près tout ce qui existe dans la construction, ce qui n'a aucun sens, mais voilà. Et du coup, son travail permet de trouver de la force et de la réflexivité sur ces questions qui nous animent tous et toutes et avec lesquelles on bute beaucoup et qui nous rendent souvent incapables de faire. Voilà, donc lisez sa thèse et ses bouquins et tout ça. Et enfin, Simone Krol et son mari Lucien. Simone, elle est potière. Elle travaille la matière depuis toujours. Et elle a un truc assez dingue vis-à-vis de l'autre et de l'altérité, de comment on l'accueille. Et Lucien, il est archi. Et du coup, je pense qu'il s'est pas mal servi de Simone pour... s'inspirer dans les projets qu'il a pu mener, qui sont des projets, pour moi, frugaux, parce qu'ils sont accessibles et on peut les démonter et les remonter soi-même. C'est un truc assez chouette. Voilà. Et enfin, je voulais juste dire, se décaler, ça veut pas dire renoncer, et être frugal, ça veut pas dire... faire que des tout petits machins qui sont dans un coin, mais on a besoin quand même de le faire pour comprendre et pour vous voyez, assimiler un peu les données. Et du coup, je voulais juste parler de ce qui nous revient beaucoup dans la tête sur la frugalité. C'est une esthétique un peu low cost, un peu pas finie, un peu trop rude, voilà. Et que en fait, oui, c'est rude parce qu'on sait pas très bien travailler les matériaux bruts, mais que du coup, il faut s'y mettre, quoi, et puis on saura faire. Que aussi on peut se tester à des échelles qui sont pas forcément des échelles énormes et faire par exemple des non-constructions comme des cabanes mobiles. Ça aide pas mal par exemple à comprendre la filière du réemploi, mais sans embrasser un territoire qui est beaucoup trop grand et des questions qui sont beaucoup trop grandes. Donc pas hésiter aussi à prendre petit pour ensuite élargir les choses. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est en fait, tout seul et toute seule, c'est quand même vraiment pas facile. Et du coup, on a besoin de trouver des espaces et des temps où on se met ensemble pour penser ces choses-là. Et si ça n'existe pas auprès de chez vous, vous pouvez aussi le faire, le créer. Et nous, par exemple, on a créé un truc, on se posait une question sur la métropolisation. On avait l'impression que c'était un peu de la merde, que ça générait beaucoup d'inégalités, beaucoup de trucs complexes. Bon, à force d'en discuter, on s'est dit, voilà, on invite des gens, on a demandé à des copains qui avaient un hangar tout pourri, est-ce qu'on peut passer une semaine dans un hangar tout pourri, et on a demandé aux copains qui font à manger pour des personnes qui n'ont pas souvent à manger, est-ce qu'on peut se rajouter dans votre groupe, et puis en plus comme ça, nous on vous rapporte la bouffe, on va chercher la bouffe, et puis on s'entraide, et on trouve des liens comme ça de solidarité. Et en vrai, ça fait... sans ça, je vois pas comment on peut... réussir à dépasser la complexité et la difficulté de se décaler dans cette question de la frugalité qui est vraiment pas une question simple à se poser. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez bien applaudir Amélie ? Non. Donc Amélie Aliou, collectif Fil, on a un quart d'heure de questions-réponses avec vous. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour. Moi, j'avais une question assez personnelle, du coup. Savoir, la frugalité, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup actuellement. Pas encore très bien défini, je pense. Est-ce qu'il y a des tendances ou est-ce qu'il y a des tendances par rapport à la frugalité, par rapport aux matériaux, par rapport à la façon de construire ? Et deuxième question, qui va dans le même sens, quelle vision il y a de l'architecture dans une dizaine d'années ? Pour vous, personnellement. Les tendances de la frugalité, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc intéressant dans le fait qu'on commence à en parler. Et que du coup, je pense qu'on va passer par une phase où on va dire un peu plein de trucs contradictoires et on va pas être... Vous voyez, et peut-être même... Si on ne fait pas assez attention et qu'on n'est pas assez actif et active là-dedans, on risque d'aller dans le consensuel un peu trop vite.
Et du coup, je pense qu'il y a un enjeu à se saisir de cette question-là, de pas attendre que les choses soient matures pour y aller, parce que j'ai l'impression que quand on fait ça, on délègue à d'autres ce qu'on pourrait faire soi-même, et que l'autre qui va faire, en ce moment, j'ai pas ultra confiance de qui est-ce qui va se placer bien sur l'échiquier, vous voyez. Enfin, il y a un truc un peu... Voilà. Après, moi, j'entends parler de frugalité dans les maîtrises d'ouvrage publiques, dans le privé, moins. Mais parce que je pense que c'est aussi que les questions des projets sont pas les mêmes. Et que du coup, il n'y a pas cette question d'intérêt général. Enfin, en tout cas, elle traverse moins les commanditaires. Et du coup, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des privés qui y pensent. Enfin, je pense. Et la question de la vision, moi j'ai l'impression que pour l'instant on va droit dans le mur et que on construit toujours des trucs pas terribles et de temps en temps on fait une opération vitrine qui fait un peu du bien, vous voyez, à la fois mentalement mais aussi à l'ego quand même. Et du coup je pense qu'il faut qu'on se décale de ce truc-là pour pas se laisser, pas s'enorgueillir de faire en fait juste à peine le minimum. Et ça c'est une tendance qu'il faut qu'on arrive à inverser. J'ai pas particulièrement de levier, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse gaffe parce que le gros de la production n'a pas d'intérêt de frugalité et de durabilité. Une autre question ? Merci. Bonjour, le projet de la Bottière, c'est pas une réhabilitation, c'est une construction neuve. Le supermarché avec station-service et Philippe Comtesse, est-ce que vous avez associé les habitants ? Et à quel moment du projet ? Est-ce qu'il y a une maîtrise d'usage ou quelle place ils avaient ? Alors, c'est pas un bâtiment neuf, parce que la première fois que je faisais ça, c'est un bâtiment de location. Du coup, c'est une entreprise qui, elle, ne fait que des bâtiments qui sont réutilisés plusieurs fois. Du coup, c'est de la charpente métallique et de la tôle et c'est une sorte de vêture en textile pour la toiture qui fait que la lumière passe à travers. Enfin voilà, c'est pas une toiture opaque, quoi. Donc juste pour dire ce que c'est un bâtiment éphémère. Du coup, il est juste ancré, un peu comme un chapiteau. Voilà. Et les habitantes là-dedans, moi je les ai pas rencontrées parce que j'ai été interpellée par Station Service au moment du dépôt du permis de construire. Ils avaient déjà fait, il y a un groupe en fait dans la réhabilitation du quartier Bottière, il y a un groupe citoyen. Il y a aussi un groupe qui s'appelle le Tiers-Lieu, qui est du coup plein d'assos du coin qui se mettent ensemble parce qu'elles sont censées revenir dans le bâtiment. Alors, peut-être pour le contexte, il y a un bâtiment, le centre Accor, il était utilisé par plein d'assos, il est vidé, déconstruit, reconstruit, rénové, on ne sait pas trop, c'est pas très clair. Et après, les habitantes et les associations sont censées retourner dans le bâtiment. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un projet de tiers-lieu porté par un groupe d'associations et d'habitantes. Et c'est dans ce cadre-là que Station Service, qui voulait garder un magasin pendant les travaux, a fait appel à nous pour pour l'aider à construire ce bâtiment. Du coup, moi, je les ai pas rencontrés en direct. C'est un projet qui a été fait en 3 semaines. Voilà, j'ai rencontré l'entreprise, j'ai dessiné, on est reparti, quoi. C'était vraiment... Et pour poursuivre sur cette question de la participation, il y avait le projet Bord de Loire, donc un projet d'aménagement. Tu as dit, là, c'est un projet de participation où on a associé très en amont. Est-ce que tu peux, parce qu'on est passé vite là-dessus, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée justement la concertation ? Est-ce qu'ils sont partis d'une page blanche ou est-ce qu'il n'y a pas de page blanche quand on est sur un terrain ? Donc, ils sont partis d'un existant. Enfin, comment ça s'est passé la liaison, la relation avec les gens ? Alors, je suis hyper mal placée pour en parler parce que c'est le collectif Fil qui a fait la concertation et moi, je travaille à l'atelier Fil. Du coup, voilà, je peux vous raconter ce que j'ai compris de ce que mes collègues m'ont dit, mais faut le prendre comme un truc. La concertation a eu lieu dès le diagnostic.
Du coup, il y a eu des diagnostics en marchant avec des habitantes, et contrairement à d'habitude où souvent la mairie nous propose un panel, nous on a plutôt fait un appel large pour que plein d'autres gens viennent, et on n'a pas appelé ça diagnostic en marchant parce que vous voyez bien la distance que ça met, mais on a appelé ça balade. Et balade à la découverte des bords de Loire. Et du coup, ça draine aussi d'autres personnes, sachant que bien sûr, celles qui seraient venues à un diagnostic en marchant, elles avaient eu un petit message de la mairie qui... Enfin, vous voyez, on fait en sorte que tout le monde se sente quand même le bienvenu, et que voilà. Et après, il y a eu plusieurs ateliers de co-conception avec des outils dont là, je serais mal à l'aise de vous parler parce que c'est Anaïs qui les a conçus et utilisés, et du coup, je voudrais pas dire des bêtises. Mais vous pouvez regarder sur le site du collectif Fil, et il y a un article qui le décrit, et vous pouvez écrire à Anaïs si vous avez envie d'en savoir plus. Et elle, oui, alors pas forcément dans la seconde, on n'est pas sur Twitter, mais oui, elle répond. Encore une question ? Remerciements. Sinon, on va terminer la rencontre maintenant, en vous remerciant toutes et tous de votre intérêt pour cette rencontre. On a parlé de pas de côté, de regards différents, y compris dans un lieu, un espace où des produits industriels sont présentés et sont intéressants et suscitent une attention et un intérêt. Et c'est intéressant aussi de se dire qu'on peut se poser un certain nombre de questions, notamment. Peut-être, ce sera ma dernière question. Moi, quand tu as indiqué que c'est au moment de l'atelier Bel Enfant d'Aubas que intéressé aux personnes qui mettent en œuvre, en fait, on peut poser la même question sur les produits industriels. On peut aller voir les usines, on peut aller voir la façon dont c'est produit. En fait, il y a un intérêt à remonter une filière et à connaître sa filière et savoir exactement d'où viennent les produits. Est-ce que ce propos-là, tu as l'impression aussi qu'on peut l'élargir et au-delà du projet Bel Enfant d'Aubas comme tu l'as présenté? Est-ce que tu as envie de dire encore un petit mot là-dessus? Oui, tout à fait. Moi, je pense que justement, on méconnaît beaucoup trop les filières industrielles. Et enfin, vous voyez, on lit quelques articles un peu alarmants sur il n'y a plus de sable, sur il n'y a plus de machin, mais on ne va pas beaucoup plus loin que de s'indigner. Et je pense qu'on a à gagner de comprendre comment les filières fonctionnent pour comprendre à quel point l'impact il est bon ou pas bon, parce qu'il y a aussi une diversité dans les produits industriels. Il y a des choses qui se rapprochent de pratiques un peu plus intéressantes, même si quand même globalement je pense qu'il faut vraiment se méfier. Mais en tout cas, rester ignorante de tout ça nous rend juste hyper passifs, et on va choisir nos fenêtres parce qu'elles sont performantes, mais sans se poser la question de d'où vient le métal et qu'est-ce que ça demande en fait. Et je pense que si on se rendait beaucoup plus compte de ça veut dire quoi extraire 1 kilo d'aluminium, bon, sachant que c'est, enfin bref, qu'on l'extrait pas directement, mais bon, vous voyez, en fait, si on savait ça, je pense que ça décalerait vraiment beaucoup de choses. De se décider face à un projet, de comment on le construit, etc. Et on choisirait plus en conscience. Et on serait aussi plus respectueux juste des humains et des humaines qu'on manipule et qu'on exploite pour faire nos jolis bâtiments. Et je pense que ça nous aiderait en fait à reposer un peu les bases de ok, c'est quoi mes engagements, à quoi je participe quand je fais ces choix-là. Et ça nous redonne aussi du pouvoir sur nos choix et de pas être dans une dynamique de oui, j'ai pas le choix, de toute façon il y a que ça comme fenêtre sur le marché aujourd'hui, du coup je fais ça, c'est pas moi le responsable, j'y suis pour rien, moi vous savez, je gagne ma croûte. Oui, en fait il y a pas que ça, et si on fait, enfin, et comme on fait tous et toutes ça, parce que je m'inclus dans le truc, hein, tous les jours j'arrive pas à faire des choix radicaux, et on perpétue en fait le système qu'on déteste aussi quand même globalement en autre côté. Donc voilà. En mot de conclusion, le propos à l'instant me rappelle une magnifique fresque que j'ai vue à la Biennale d'architecture de Venise, qui partait d'une maison, décortiquait ensuite chacun des produits
agencé dans cette maison. Donc une maison simple, hein, vraiment un objet très simple. Et ensuite, ils remontaient les filières jusqu'aux matériaux naturels. Et ensuite, on remontait la filière du matériau naturel comme la terre l'avait produit, les compressions à certaines périodes. Et c'était impressionnant parce qu'on avait des visuels et la fresque occupait une surface incroyable qui permettent en fait de se rendre compte que cette petite maison sympathique et très simple à construire, en fait, il y avait eu toute une chaîne sur des millions d'années qui avait rendu ça possible. Et effectivement, peut-être ça amène à se poser la question de la responsabilité. Quelle responsabilité on a d'aller utiliser l'ensemble de ces matériaux, de les agencer de cette façon-là. Donc peut-être que c'est le mot de la fin, parce que moi j'ai entendu un peu ce mot de responsabilité final, de se dire que c'est peut-être un peu le fil rouge d'aujourd'hui qu'on vous a proposé. Et donc on vous souhaite une bonne visite et une bonne suite sur le salon Architect Network. Merci beaucoup Amélie Alliou et à très bientôt.